Nous allons commencer. La session commence. Bonjour à tous. Nous avons cette session qui est une session capitale parce que pendant 2 jours, nous avons discuté. Et maintenant, nous devons arriver à nos propositions. Donc, autour de la table, vous avez Véronica qui parlera en espagnol, c'est ça, et qui sera traduit par Eric simultanément. En deuxième position, on aura Jeanne. En troisième position, Susevan. Et Eric parlera en dernier. Donc, je voudrais juste rappeler les 2 jours que nous avons passés. Nous avons essayé de comprendre la dette, la question de la criminalisation du droit d'asile en Europe, ainsi que l'extractivisme comme stratégie de conquête. Et ça, en le disant, étant d'un pays du Sud, je sais de quoi je parle. Donc l'extractivisme comme moyen de conquête, c'est plus que, j'allais dire, à l'ordre du jour pour tous aujourd'hui. Nous avons également parlé de la politique de blanchiment écologique pour l'Israël, à la répression des luttes en Amérique latine. Nous avons aussi eu des temps forts. Et ces temps forts, nous avons eu une soirée de soutien pour la paix en RDC. Ça, c'était déjà hier soir. Et aussi les enjeux stratégiques de définition contemporaine de l'antifascisme face à la criminalisation croissante et à la montée de l'extrême droite. Il y a eu aussi la conférence sur pourquoi la désobéissance financière est une nécessité. Donc, c'est parmi tant d'autres sujets que nous avons développés. Je voulais les rappeler afin que tout à l'heure, on puisse avoir une contribution conséquente. Donc, ceci étant, je rappelle que je suis Solange Koné, je suis de la Côte d'Ivoire, CADTM FNS Côte d'Ivoire, mais aussi CADTM Afrique. Donc, ceci dit, je voudrais passer la parole à Juan. Voilà. Voilà qui va commencer et on aura en deuxième position Véronica et comme je l'ai déjà dit, on aura une traduction par Eric pour... Et quoi? C'est bon? Ok. Donc, Joanne, à vous. Ça marche? Super. Je m'appelle Juan Tortosa, j'ai un nom très suisse, comme vous pouvez constater. Je viens de Genève, mais mes origines sont andalous. Alors, je m'excuse pour mon accent andalou, parce que je le vois. Et je pense que les interprètes ils vont avoir double travail avec moi. J'espère votre compréhension. Il ne faut pas se sentir gêné de me dire Juan, on n'a pas bien compris. Ça ne me dérange pas, je peux répéter. Je suis très doué pour être nul dans les langues. Mais j'espère que je suis un très bon militant, je crois. Bon, merci beaucoup, en tout cas, avant tout, aux camarades de CADTM pour avoir organisé ces magnifiques rencontres. Je crois que c'est un travail magnifique qu'ils ont fait. Je ne sais pas si c'est le moment d'applaudir, on le fera après, mais merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci. Ça va pour l'interprète? Parfait, ok, merci. Je me suis excusé auprès d'eux parce que, voilà. Généralement, comme je n'ai pas pris le côté bernois de Genève, pardon, de Suisse, parce qu'ils sont très longs. J'ai pris le côté andalou qui on parle très vite. Mais bon, je vais essayer de ne pas les faire. Je voulais parler surtout, Eric m'a dit, il faut parler d'alternatives, de projets. Alors je vais parler un peu de ce que je connais un peu le mieux. Je suis militant éco-socialiste, en dehors d'être membre du CADTM suisse depuis l'origine. Voilà. Mais je travaille surtout la question éco-sociale. Et je participe à des rencontres éco-socialistes. Alors je vais parler de 2 choses.
une. Comme vous savez, en novembre, il y aura la COP30 à Belém, dans un mois, même pas. Et aussi, il y aura, peut-être que vous ne connaissez pas, le 10e rencontre éco-socialiste d'Amérique latine et aux Caraïbes, du 8 au 11 novembre à Belém aussi. Alors, je vais parler de ces choses. Peut-être que j'ai l'habitude de parler beaucoup, vous m'interrompez, après, lors de la discussion, on peut discuter et aller plus loin. Mais je crois que le moment pour la justice climatique, il y a un moment clé, c'était la COP de 2009 à Copenhague. À Copenhague, jusqu'à 2009, généralement, les mobilisations, c'était toujours des ONG, c'était un peu organisation environnementale, mais pas beaucoup sociale. Et à partir de 2009, il y a une forte mobilisation à Copenhague, pour les vieux, les vieilles qui se rappellent de cette mobilisation. Et surtout, jusqu'à cette date-là, il y avait, dans les moments climatiques, il y avait l'espoir qu'à l'intérieur des COP, on pouvait changer des choses. Mais 2009, c'est un clivage. Il y a un secteur social très fort dans laquelle je m'inclus, dans laquelle on pense qu'on ne peut pas rien faire dans la COP officielle, parce qu'elles sont prises par les multinationales et les gouvernements. Sinon, il faut créer des espaces à l'extérieur des COP. Je pense que c'est une chose importante. Et là, il y a un mouvement social très fort, et surtout aussi les choses qu'on décide après Copenhague, qu'il faut aller au territoire, lutter avec les problématiques écosociales qu'il y a dans notre territoire. Et surtout, voilà, l'Union européenne occidentale, surtout ici, il y a eu Endegalende, après il y a Notre-Dame-des-Landes, etc. Il y a eu beaucoup de mouvements qui sont essayés de s'insérer dans les territoires. Je vous rappelle aussi qu'il y a aussi les luttes qui étaient pour moi géniales, l'histoire des Sioux Dakota contre le pipeline dans ces territoires des États-Unis. Ces luttes, c'était symboliquement très fort. Nous, à Genève et en Suisse, on nous invitait à faire une tournée. C'est une petite parenthèse. Mais il y a ce mouvement-là qui aussi se cristallise avec la COP 21 à Paris. À Paris, il y a aussi, c'est très important, c'était une COP très importante parce que là, on cherchait qu'il y a des mesures contraignantes pour les gouvernements. C'est ça, en 2005, etc., etc. Mais il y a l'émergence des mouvements sociaux nouveaux, comme Alternativa, Climate Justice Now, etc., etc. Je pense que c'est important. Et après, ça se cristallise dans les mouvements qu'il y a de la jeunesse à partir de 2019. Tout en Suisse, on n'a jamais vu ça. Il y a énormément de villages qu'on ne connaissait pas du tout, les petits villages dans la montagne, et qui sont fait des manifestations immenses par rapport à la justice climatique. Et aussi, les deux grands mouvements en Suisse, c'était la grève féministe, et la grève climat. Alors c'était des grands mouvements. Après, vous savez, est arrivé la Covid, après, c'était arrêté tous ces mouvements, après est arrivé la guerre d'Ukraine, et après est arrivé les génocides en Palestine. Mais il y a une chose importante, à mon avis, que c'est une partie de la génération qui était dans les lycées, qui était dans l'université, en train de se mobiliser par rapport au climat, c'est recycler, entre guillemets, le mot recycler, pour se mobiliser à une société appelée le peuple palestinien. Aujourd'hui, en tout cas en Suisse, les universités ont joué un rôle très important dans la solidarité avec le peuple palestinien. Et beaucoup de ces militantes et militants, c'était des gens qui étaient déjà dans la lutte contre le climat. Je pense que c'est une chose importante. Alors voilà, les COP, après, vous savez, il y a les COP qui sont à Qatar, etc., l'histoire du pétrole, mais il y a la COP 30 qui aura lieu dans un mois, c'est un lieu symbolique très fort, c'est Belém, c'est dans l'Amazonie, l'Amazonie joue un rôle important pour le climat, etc. Il y a des peuples originaires qui sont bien organisés, etc. Nous, on avait l'espoir, en tout cas, du moment pour la justice climatique, on avait l'espoir de que Belém, ça serait un tournant. Il pourrait signifier la relance du mouvement pour la justice climatique au niveau surtout global, du sud global, mais pas seulement, sinon aussi au niveau international. Alors voilà, mais malheureusement, il y a une série d'organisations de la société civile, des ONG, surtout brésiliennes, mais pas seulement d'Amérique latine et aussi d'Europe, qui ont été très impliquées, on a décidé de constituer les sommets des peuples. Malheureusement, c'est ma vision personnelle, aujourd'hui les sommets des peuples
il ne va pas prendre les buts qu'on ne savait penser tout au début. Aujourd'hui, il est capté par le gouvernement de Lula, il est pété. C'est sommet des peuples. Il y a beaucoup de mouvements sociaux qui étaient présents dans la direction, on l'appelait comme ça, des sommets des peuples, et qu'ils sont écartés, les peuples originaires de l'Amazonie, des propres, du Brésil, et aussi de Colombie, d'Équateur, etc. Alors, il y a des gens critiques au gouvernement de Lula parce qu'il a des positions par rapport au pétrole, etc., et multinationales assez compliquées, le capitalisme vert. Ils ont été écartés des sommets des peuples. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y être, mais il faut être critique par rapport à ces positions. Et les sommets des peuples, la direction, a essayé de ne pas donner de voix à cette personne, au collectif qui ne pensait pas. C'est pour ça qu'il y a un contre-sommet organisé par entre guillemets, un contre-sommet des contre-sommets organisé par des peuples originaires de l'Amazonie. Et aussi, il y a l'histoire des rencontres écosocialistes. Et là, je vais parler de la deuxième partie de mon intervention. Qu'est-ce que c'est les rencontres écosocialistes? Peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais Eric et d'autres camarades ici aussi étaient là en Argentine. Et on a lancé en 2014 à Genève les rencontres écosocialistes. C'était quoi? C'était pour dire que dans les COP, on avait besoin d'un mouvement pour la justice climatique, mais avec une orientation anticapitaliste. Une orientation parce que dans les cadres de ces systèmes, ce n'est pas possible de résoudre les problèmes de la justice climatique ni écosociale. On avait besoin de changer des systèmes et qu'on avait besoin aussi de se mettre ensemble, toutes les organisations et collectifs, qu'on avait une perspective radicale. Alors voilà, on a lancé cette histoire des rencontres écosocialistes à Genève, qui ça a bien marché, et c'était au début, on s'était dit, voilà, on va se voir un peu, les gens, on a essayé d'aller un peu plus loin, par exemple, on a essayé de travailler avec le mouvement syndical, on est en train de faire des pas, si tu passes, c'est hyper important que le mouvement syndical, ça s'implique. On n'avait pas travaillé les peuples originaires, mais maintenant, pour les deuxièmes rencontres écosocialistes qui vont avoir lieu aussi à Belém, on est en train de travailler beaucoup avec eux et avec elles. Mais voilà, on s'était dit, on a besoin d'espace de réflexion et proposer d'alternatives. Parce qu'on était beaucoup dans l'action, mais on avait besoin qu'il y ait une combinaison entre la réflexion et l'action. C'est pour ça qu'on a commencé à lancer les rencontres écosocialistes. Et heureusement, on va faire les 7e rencontres internationales écosocialistes ici en Belgique l'année prochaine, organisées par la gauche anticapitaliste, par les CADM et d'autres collectifs. Mais c'est un projet, je pense que on ne prend pas d'alternative, je pense que c'est un projet hyper intéressant. Mais on n'a pas une alternative, on n'a pas un projet unique d'écosocialisme. Il y a cette chose plurielle. Voilà, je pense qu'on doit les construire ensemble, tous les secteurs et mouvements sociaux qui ont dans cette perspective. Et pour revenir aux rencontres écosocialistes d'Amérique latine, je crois, comme disait Michael Lobby, je pense que vous connaissez, c'est un sociologue franco-belge, écosocialiste, qui a écrit pas mal sur l'écosocialisme. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire, c'est vachement intéressant. Il disait, quand il a fait son intervention en ligne pour les rencontres écosocialistes à Buenos Aires, il a dit, c'est hyper important, ces rencontres en Amérique latine, parce que toujours on l'avait fait en Europe, c'était Suisse, c'était l'État espagnol, c'était Portugal, mais c'était toujours très, entre guillemets, européen. Mais partir, traverser l'Atlantique, c'était très important, parce qu'il disait, ça montre qu'il y a un changement des paradigmes. Ce n'est pas seulement l'Europe occidentale, c'est le Sud global, pour l'appeler comme ça, qui est en train de construire une nouvelle récit d'écosocialisme. Et qu'on doit intégrer les choses, les luttes qu'il y a dans le Sud global et dans ces projets écosocialistes. Voilà, je ne sais pas si pour finir, nous on ne croit pas beaucoup à sommet des peuples à Belém, mais il faut y être dedans. Il y a beaucoup de collectifs qui vont être dedans. Il faut avoir un regard critique, mais en même temps, il faut créer des espaces à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a fait les rencontres écosocialistes qui vont avoir lieu, qui sont en train d'organiser mes camarades du Brésil, du Chili, d'Argentine. C'est un processus hyper intéressant qui est en train de se faire. On verra pour la suite. Mais
voilà, je pense que c'est des produits, des sociétés alternatives qui sont en train de se construire. Et pour finir, c'est vrai, le sommet des peuples a appelé à une mobilisation internationale les 15 novembre. Nous, à Genève, on a repris cette idée et on va, en tout cas à Zurich et à Genève, on est en train de faire une coalition très large pour se mobiliser. C'est un premier pas, mais je pense que c'est important. Et je crois que la figure de Greta Thunberg, pour nous, c'est très important. C'est une fille qui était assise, une jeune femme qui était assise dans le Parlement en Suède pour dénoncer l'inaction de ces parlementaires face au changement climatique. Et aujourd'hui, elle est debout dans un bateau de la flottille de la solidarité. Son esprit, il a fait un changement. Et maintenant, c'est d'avancer. Elle dit que dans le cadre de ce capitalisme, il n'y a pas de solution. On sait qu'on doit construire une société, et pour moi, c'est une société éco-socialiste. On doit construire toutes et tous ensemble. Merci. Merci. Merci, Joanne. Je voudrais rappeler que notre plénière a pour intitulé « Quelle alternative face à l'impérialisme occidental ?» Nous allons donc parler, déjà nous avons eu Joanne, après nous allons parler de l'impérialisme occidental des risques au soulèvement populaire au Sri Lanka et au Bangladesh, jusqu'aux enjeux de la COP à Belém, dont vient de parler Joanne. Donc la prochaine intervention, ce sera Véronica. Mexique. Verónica. Buenas tardes, yo voy a hablarles de muy general de la situación de México. Es un gran reto hacerlo en 5 minutos, pero hay un gran intérprete, Eric, entonces Bon, je vais vous présenter la situation au Mexique. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes. C'est un grand challenge pour moi. Dit Véronica Carrillo du Mexique. Y puedes decir unas palabras sobre la promotora. Oh, okay. La organización. Ok, yo pertenezco a la Promotora Nacional por la Deuda Pública en México. Tenemos 5 años trabajando arduamente. Donc, je suis membre de ce qui s'appelle la Promotora, donc l'initiative pour l'audit et la suspension du paiement de la dette du Mexique, qui a 5 ans d'existence. Que estamos trabajando muy fuertemente. Et on travaille très très fort. Okay. En México, de 1929 al 2018, tuvimos un gobierno de derecha, 89 años. Y en el 2010... On a eu presque 9 décennies de gouvernement de droite au Mexique. Y en el 2018 llega al poder un gobierno de izquierda. Y después, el año pasado, el 1 de octubre, llega la primera mujer presidenta en México, Claudia Sheinbaum. Et donc après quasiment 9 décennies de gouvernement de droite, on a un gouvernement progressiste qui a été élu en 2018. Et puis l'année passée, en octobre, on a eu pour la première fois une femme présidente du Mexique, dans la continuité du gouvernement progressiste de 2018. Con el 60% de votación, 36 millones, con un congreso a favor. Et donc elle a été élue avec 60% des voix, 36 millions de votes en sa faveur, et elle a obtenu une majorité pour l'appuyer dans le Parlement mexicain, qu'on appelle le Congrès mexicain. Los principales logros ha sido el aumento del salario, disminución de la evasión fiscal, ha creado un banco gubernamental, hizo un nuevo aeropuerto, Tren Maya. Sí, donc parmi les acquis, les choses positives, on peut mentionner l'augmentation du salaire minimum légal, des projets d'infrastructure comme un nouvel aéroport et le train Maya.
La lutte contre l'évasion fiscale aussi. Hay la propuesta de bajar la jornada laboral, la reforma laboral de bajar la jornada de 48 a 40 horas laborables. Et on est passé d'une semaine légale de travail de 48 heures à 40 heures semaine. Una estabilidad del tipo de cambio frente al dólar bien. On a obtenu une stabilité du taux de change entre le peso mexicain et le dollar. Yes. Y por primera vez en la historia elegimos al Poder Judicial por medio de votación. Et l'année passé ou este año? Este año. Et cette année, pour la première fois dans l'histoire du Mexique, on a, suite à une réforme constitutionnelle, procédé à l'élection des juges. Nacionalizamos el litio. L'extraction du lithium a été nationalisée. J'ai oublié de dire aussi, traduire que le gouvernement a créé une banque publique d'État. La pensión universal se volvió lo que es. A créé aussi le premier gouvernement progressiste de 2018 le droit à la retraite universelle, même si on n'a pas cotisé le nombre d'années nécessaires. Constitucionalmente. ¿Qué tenemos de pendientes? Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui reste à faire? Quitar la administración de las pensiones a la banca privada. Retirer la gestion des retraites, retirer cela des banques, parce que ce sont les banques privées pour le moment qui gèrent le système des retraites. Renacionalizar nuestra industria energética. Renationaliser l'industrie énergétique. Recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Obtenir une augmentation du pouvoir d'achat des salaires. Eliminar la deuda ilegítima, como el rescate bancario de 1994. Et éliminer, annuler la dette illégitime et notamment celle héritée du sauvetage des banques datant de 1994. Y principalmente una política migratoria que no corresponda con los intereses de Estados Unidos. Et adopter une politique migratoire totalement différente de celle qui est dictée aujourd'hui par les États-Unis. Porque somos la primera frontera contra nuestros amigos. Parce qu'on est la première frontière, nous, avec notre grand voisin du Nord. Quitar las concesiones de extractivismo a las grandes empresas. Il faut retirer les licences d'exploitation, d'extraction qui ont été accordées aux sociétés privées transnationales. Referente a los movimientos sociales, únicamente se han ocupado para el tema electoral, para la votación. Du côté des mouvements sociaux, ils ont été centrés principalement sur les élections. El movimiento más fuerte que tenemos en México es el de las mujeres. Le mouvement social le plus fort au Mexique, c'est celui des femmes. Pero no hay diálogo con el gobierno. Después está el movimiento... Pero no hay qué? Diálogo con el gobierno. Mais ce mouvement féministe n'a pas une bonne relation avec le gouvernement. El gobierno ecosocialista es el más castigado, el ambientalista, porque hemos tenido 112 muertos solo en el gobierno de izquierda. Le mouvement écologiste de défense de l'environnement subit une répression très importante et on peut compter depuis le gouvernement progressiste 112 personnes assassinées. Y actualmente tenemos el movimiento de Palestina que está creciendo. Y aunque la presidenta actual ha reconocido al Estado de Palestina y ha dicho que lo que está aconteciendo es un genocidio, no ha condenado las acciones ni de Israel ni de Estados Unidos. Et donc le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien est en croissance. La présidente mexicaine a condamné l'action d'Israël comme génocidaire. Mais aucune mesure n'a été prise pour véritablement dénoncer la politique des États-Unis et du gouvernement israélien.
Por eso, desde este espacio, nosotros exigimos al gobierno de México que rompa cualquier relación Et con nous, el nous Estado exigeons du gouvernement genocida mexicain de qui Israel. rompt toutes les relations avec l'État d'Israël. No dejemos de hablar de Palestina. Yo creo que ninguna persona será libre hasta que sea libre Palestina. On ne peut pas ne pas parler et ne pas être solidaire avec la Palestine. Personne ne sera libre sur cette planète tant que les Palestiniens seront opprimés. El actual, el actual gobierno no tiene un proyecto anticapitalista, no se reúne con los movimientos sociales, pero sí ha ocupado espacios para los neoliberales. No hay diálogo con movimientos sociales, pero sí tiene diálogo con los más ricos y poderosos de Donc ce México. gouvernement progressiste dont j'ai dit du bien, il faut mentionner, pour être complet, qu'il ne dialogue pas avec les mouvements sociaux et malheureusement il est en dialogue avec les néolibéraux et avec le grand capital. Bueno, recordando un poco historia, en 1848 Estados Unidos nos quitó el 55% de nuestro territorio, nos lo robó, y ahora es nuestro primer socio comercial y China el segundo. Et Por eso il faut se rappeler au niveau historique que les États-Unis ont pris 50% du territoire mexicain en 1847-1848 et il reste le premier partenaire commercial du Mexique, la Chine étant le deuxième partenaire commercial. Por eso la insistencia del gobierno norteamericano de imponer los aranceles al 50% con China. Et donc les États-Unis de Trump imposent des tarifs douaniers très élevés, notamment pour viser la Chine qui produit au Mexique. La situación actual en México es que el agua está privatizada por las grandes corporaciones, hay una enorme migración porque los salarios en México son muy bajos, aproximadamente en promedio $5 por hora y en Estados Unidos de 30. Et il y a un grand flux migratoire du Mexique vers les États-Unis, notamment parce que les salaires sont très très bas, autour de $5 par heure, alors qu'ils sont bien plus élevés aux États-Unis. Tenemos una dependencia económica con Estados Unidos del 83% e importamos el 50% de nuestros alimentos. Perdón, repita. 83% tenemos una dependencia, exportaciones e importamos el 50% de alimentos, solo de alimentos, 83% de nos exportations sont destinées aux États-Unis, alimentaria. Donc 83% des exportations alimentaires vont vers les États-Unis et nous importons, 50% de nos importations alimentaires viennent des États-Unis. Con los aranceles hemos sido afectados en el tema automotriz, con automóviles ligeros, autopartes, también el sector agropecuario, con aguacate, jitomate. L'augmentation des tarifs douaniers a touché l'industrie d'assemblage automobile qui était réexportée vers les États-Unis et a aussi touché des produits agricoles exportés comme la tomate par exemple. Y también con el clásico acero y aluminio. Et aussi les exportations d'acier et d'aluminium. Referente al sistema tributario, la población paga el 35% de impuestos, las corporaciones el 2.4% y las minerías el 0.02%. Donc les gens du peuple payent 35% d'impôts sur leurs revenus, les multinationales payent 2,4% d'impôts sur leurs profits et les industries extractives payent 0.02%. Payent 0,02, donc 2 millièmes de leurs bénéfices comme impôts, les industries extractives. Et donc il faut une réforme fiscale profonde. Sí, tenemos déficit presupuestario que se ha ido cubriendo con deuda. Nuestra deuda representa el 49.7% del Producto Interno Bruto. On a un déficit budgétaire, un déficit public qui est donc comblé par un recours à l'endettement
et la dette publique atteint près de 50% du produit intérieur brut. Nuestro costo financiero representa el 4.1% del PIB y el crecimiento de México oscila entre el 1 y el 1.2%, es decir, el costo financiero es mucho Donc mayor. la charge de la dette représente plus de 4% du produit intérieur brut, alors que le taux de croissance n'est que de 3%. Y ahí viene lo más interesante. Et donc évidemment, la dette augmente automatiquement puisque la croissance est inférieure à la charge d'intérêt. Lo más importante, el crimen organizado se ha extendido por todo el país con el Il faut reclutamiento de aussi personas. mentionner que le crime organisé s'est étendu à tout le territoire du pays. Se ha militarizado la frontera de México porque Estados Unidos dice que nosotros somos incapaces de combatir el crimen Donc les organizado. États-Unis ont militarisé la frontière avec le Mexique et le gouvernement américain affirme que le gouvernement mexicain est incapable de trouver une solution pour affronter les cartels de la drogue. La militarización en México comenzó con la caída de las Torres Gemelas y en el 2002, bajo el pretexto de cuidar la seguridad, se creó el Plan del Norte, el Comando del Norte, para cuidar desde el sur de México hasta el norte de Alaska. Et donc la militarisation de la part des États-Unis de la frontière est venue après les attentats contre les tours jumelles et maintenant il y a une direction militaire des États-Unis pour contrôler l'ensemble du territoire du sud du Mexique jusqu'à la frontière des États-Unis. Y en el 2008 se firmó la iniciativa Mérida, donde todos los agentes de Estados Unidos pueden portar armas e incluso volar drones en territorio nacional. Et en 2008, on a signé un accord qui s'appelle l'accord de Mérida, qui permet aux agents américains, les agents de FBI o de ¿qué tipo de agente de Estados Unidos? Agentes Policía, militares. Sí, Donc sí. on autorise par ce traité le port d'armes sur le territoire mexicain par des policiers ou des militaires américains et les drones des États-Unis survolent l'espace aérien mexicain librement. Y bueno, para lo mejor es que Estados Unidos capacita las Fuerzas Armadas de México, Et c'est les États-Unis qui entraînent l'armée mexicaine. sabiendo que Estados Unidos es un estado terrorista, que genera guerras, vive de guerras. Alors qu'ils nous entraînent, ils entraînent notre armée, alors que on sait tous que c'est un État terroriste qui provoque des guerres. Por eso nuestra alternativa es que desde los movimientos de las calles generemos una verdadera fuerza política de izquierda que Pour cela, c'est pour cela que nous disons que ce qui est fondamental, c'est à partir de la rue, à partir de la base, renforcer les mouvements sociaux, haga llegar al poder a alguien que realmente sea de manière à anticapitalista, ce que le gouvernement soit véritablement issu d'une mobilisation populaire, ayant une véritable orientation et applique une véritable orientation anticapitaliste. un gobierno de izquierda que salga del Fondo Monetario Internacional y del Banco Il nous faut Mundial. un véritable gouvernement de gauche qui rompe avec le Fonds monétaire international et qui applique une toute autre politique. Que aplique más impuestos a los más ricos y a las empresas extractivistas para romper la dependencia del Un véritable financiamiento gouvernement de externo. gauche qui applique une politique fiscale et qui impose les riches. Pero que además busque esas alianzas con otros gobiernos Et progresistas. un gouvernement progressiste qui devrait chercher alors à faire front avec d'autres gouvernements d'autres pays. Y creemos que desde el CADTM lo que tenemos que hacer es crear esos vínculos con movimientos afines para creer y crear que un mundo mejor sí es posible. Et donc c'est pour ça qu'en tant que CADTM au Mexique et comme réseau CADTM, on pense qu'il faut absolument mettre en relation un maximum de mouvements pour mettre en avant et en pratique une véritable alternative. Merci Véronica, merci beaucoup. Merci aux collègues du Mexique. Bravo.
Alors, du Mexique, nous allons nous rendre en Inde. Et donc, avec Susovan de l'Inde. Donc, Susovan, tu as la parole. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Sushovan de l'Inde. Je suis syndicaliste et aussi militant. Et je milite avec le CADTM, notamment en Asie du Sud. Et après, Véronica a présenté une histoire des acquis importants. Je suis désolé que je ne peux pas raconter une histoire si encourageante. Mais il y a des aspects positifs dans ce climat morose dont j'essaie de vous parler. Moi, je parle des révoltes récentes de l'Asie du Sud, notamment au Népal, et aussi au Bangladesh l'année passée, et au Sri Lanka en 2022. Quand on parle de l'Asie du Sud, c'est de 8 pays dans la région de l'Asie du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, Sri Lanka, le Népal, le Bhoutan, l'Afghanistan et aussi les îles de Maldives en sud-ouest, près de Seychelles, pas loin de Seychelles en Afrique. Et l'Asie du Sud à l'ouest, l'Iran, au nord, il y a une grande frontière avec la Chine et à l'est, il y a une grande frontière avec la Birmanie. Et tout cela, c'est le hotspot aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient, à l'ouest et à Birmanie et l'Asie du Sud-Est. Et donc, on sait que le mouvement des jeunes au Népal, en septembre, encourageait le mouvement des gens aussi au Madagascar, au Maroc et aux autres parties du monde. Népal, c'est un petit pays entre l'Inde au sud, enclavé en Himalaya, sur les Himalayas, et c'est entre l'Inde au sud et la Chine au nord. En fait, Népal a remarqué, on a remarqué au Népal les manifestations les plus violentes depuis près de 2 décennies. Le 4 septembre, le gouvernement de Népal a interdit 26 plateformes de réseaux sociaux. Donc, le déclencheur immédiat a été l'interdiction des réseaux sociaux par le gouvernement. Mais le soulèvement qui se commençait le lundi, le 8 septembre, ça s'est rapidement transformé en une révolte nationale, notamment dans les villes de Katmandou, la capitale, et aussi Pokhara, Biratnagar. Je crois qu'une centaine de villes dans le pays. C'était en fait transformé en une révolte nationale contre les problèmes socio-économiques, notamment la corruption, le chômage et la dérive autoritaire du pays. Ça s'est forcé le gouvernement, le premier ministre Kepi Oli, à quitter le pouvoir et instaurer un gouvernement dirigé par le chef de la justice, Sushila Kalki. En fait, si on parle des conditions socio-économiques du Népal, je vous essaie de présenter quelques chiffres pour une bonne compréhension. Le chômage des jeunes au Népal, officiellement, a atteint 20%. Mais il faut comprendre qu'il y a un secteur informel très vaste dans le pays. Et donc, le chômage entier, ce n'est pas capté par les statistiques officielles. Il y a des chômages dans les campagnes, il y a des chômages dans les villages. L'inflation, ça s'est dépassé 7% depuis 2022-2023. L'agriculture, un des piliers de l'économie népalaise, a remarqué un déclin brutal, résultant en une perte de revenus agricoles pour la plupart de la population du pays. C'est la pousse encore des millions
de personnes à émigrer sous la pression des difficultés économiques. Et donc, 3 millions Népalais travaillent en étranger. 3 millions, ça veut dire 10% de la population népalaise qui travaille à l'étranger, notamment en Inde et aussi dans les pays du Golfe, de Malaisie, et largement sous-payés et traités comme les main-d'œuvre jetables. On a aussi remarqué le manque de travailleurs népalais pendant la construction des stades pour le Coupe du Monde au Qatar. Et 2018, 2019, 2017, il y avait régulièrement des nouvelles rapports des morts d'ouvriers népalais au Qatar. Les transferts de fonds des travailleurs népalais représentent autour de 30% du PIB népalais. Et donc, grosso modo, c'est la situation socio-économique où les jeunes népalais n'ont pas des options d'emploi et forcés, obligés d'aller à l'étranger pour trouver du travail. Et c'est pas si facile aussi, parce qu'il y a les agents, il y a la corruption, ça coûte cher, les gens prêtent de l'argent. Les gens, ils vendent des propriétés, la terre, etc. Et donc, c'est une situation un peu catastrophique au sein du Népal. Donc, le mouvement de ce qu'on appelle le mouvement de la génération Z, c'était une réponse à cette condition de la vie, à cette condition socio-économique qui est très dure pour le moment. Et comme ça, le mouvement de la génération Z, comme on l'appelle, s'inscrit dans une vague de révolte en Asie du Sud. Et en 2022, il y avait des grandes protestations au Sri Lanka. Les Sri Lankais ont contraint le président Mahinda Rajapakse à fuir. On a notre ami, notre camarade de Sri Lanka qui peut expliquer mieux que moi, Skanda Kumar dans la salle, qui peut expliquer mieux que moi. En fait, il a écrit plusieurs articles qu'on trouve sur le site de CNTM, même traduit en français, espagnol et portugais, en décrivant la situation de Sri Lanka, en analysant la situation du Sri Lanka. C'était un mouvement contre, au Sri Lanka en 2012, c'était un mouvement contre la crise économique, la suspension, crise économique qui a forcé, qui a obligé le gouvernement de faire la suspension du paiement de la dette. Et donc, il y avait une crise. Au Bangladesh, en 2024, il y avait un mouvement des étudiants. Et ce mouvement a forcé le Premier ministre Sheikh Hasina à quitter. En fait, Sheikh Hasina dirigeait le pays pour 15 ans d'une main de fer pendant 15 ans. Mais ce mouvement a forcé le Premier ministre Sheikh Hasina à quitter le pays. Même si le mouvement des étudiants au Bangladesh, ça s'est commencé avec une mobilisation des étudiants pour exiger la fin d'un système de quotas pour les emplois gouvernementaux, mais très vite, ça s'est transformé largement comme une révolte contre les conditions socio-économiques aussi. La situation du Bangladesh, c'est plus ou moins la même, avec un taux de chômage très élevé, l'inflation et Bangladesh aussi, on trouve beaucoup de gens endettés. Il y a des microcrédits, le Yunus, etc. Et donc, il y avait la crise. Mais, même s'il y avait des révoltes au Sri Lanka et au Bangladesh, la situation de Népal mérite une attention plus spéciale. Parce que
ça fait 17 ans qu'il y avait une révolution anti-monarchie au Népal qui avait réussi à abolir la monarchie et aussi instaurer une république démocratique fédérale. Donc la dégénération, c'est très remarquable. Hein? Mais l'ironie, c'est très amer. Hein? Une génération née après 2008 et élevée sous le drapeau de la République, même aujourd'hui, un soulèvement contre la corruption, la pauvreté et la trahison qui ont suivi, et contre le pouvoir politique qui s'est installé après la révolution anti-monarchie. Et parce que ce qu'on a remarqué, c'est la classe dirigeante népalaise, et quand on parle de classe dirigeante népalaise, on peut parler de gauche. Hein. Népal, c'est un pays qui a remarqué une croissance de la gauche après 2008. Malgré il y avait un recul global partout au monde de la gauche pour le Népal. Et dans les trois partis qui est au pouvoir de temps en temps, il y a deux partis de la gauche, le parti marxiste-léniniste unifié, le parti communiste marxiste-léniniste unifié, et le parti maoïste qui menait à lutte armée depuis le 96. Donc, l'union, c'était remarquable. Une fois au pouvoir, la classe dirigeante népalaise a mené une politique néolibérale, tout à fait néolibérale, comme des autres pays de la région ou du monde. Et ils ont pris 8 ans pour préparer la constitution. Et même la constitution népalaise de 2015 consacre un catalogue assez impressionnant de droits, qu'il parle d'égalité, qu'il parle d'éducation pour tous, qu'il parle de logement, même souveraineté alimentaire, c'est dans la constitution népalaise. Espace démocratique et tout cela. Il y a, comme je dis qu'il y a un catalogue très, très impressionnant. Mais dans la pratique, on trouve les droits dans la pratique, on trouve que les droits se sont révélés comme les fameuses creusets. Et donc, 17 ans après la chute de la monarchie, la révolution népalaise reste inachevée. Trahie, on peut dire, inachevée et trahie, on peut dire. La République promettait l'égalité et la justice, mais ce qu'on trouve, c'est qu'elle a apporté à l'instabilité et la trahison. Pourtant, le soulèvement actuel prouve que le peuple n'a pas abandonné sa capacité à façonner l'histoire. Et donc, dans son sens, le soulèvement actuel de Népal, c'est une continuation. Le soulèvement actuel de Népal, c'est une continuation de la révolution. À mon avis, c'est une continuation de la vague révolutionnaire qu'on a remarqué avant 17 ans, qui a abouti à expulser la monarchie et l'établissement, l'installation d'une république fédérale. Les foules qui envahissent les places et les lieux de Katmandou nous rappellent une vérité évidente. C'est la lutte qui a commencé en 2006, n'est pas terminée et ça continue. La République n'a jamais été une fin de soi, ce n'était qu'un début, désolé. Et on espère que le développement au Népal encouragera les jeunes et des autres pays, comme on a remarqué déjà à Madagascar et au Maroc, mais peut-être
un nouveau cycle de révolte en Asie du Sud. On espère un nouveau cycle de révolte en Asie du Sud. En fait, juste après la révolution de révolte du Népal, au mi-septembre, il y avait une révolte au Cachemire. Dans les parties du Pakistan, il y avait une révolte de gens au Cachemire. Donc, on ne sait pas ce qui se passera, mais on reste optimiste. Mais j'espère que ça encouragera des révoltes en Asie du Sud, et pourquoi pas tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention. Il faut m'excuser pour mon français, c'est faible. Merci, Sisoban. Le français, il était très bon. On a compris. Voilà, il était clair. Et juste dire qu'un peuple en révolte arrive toujours au résultat qu'on a vu au Népal. Et nous voyons un peu partout toutes les révoltes qui sont en cours. On espère qu'elles avanceront comme il se doit. Merci beaucoup, Sisoban. Nous arrivons à Eric. Donc, oui, merci bien. Et vraiment, il faut dire que Suchovan est très modeste quand il s'excuse pour son français qui est plutôt extraordinaire. Et si vous parlez avec lui, vous lui demandez combien de langues il parle 6, 7, 8 langues différentes, l'ourdou, le bengali, le hindi, et l'espagnol, le français, l'anglais, un peu de portugais et quelques autres langues. Donc félicitations à Suchovan, et j'en profite aussi, on ne l'a pas encore dit, qu'on remercie très chaleureusement Mats, Carla, qui ont traduit vers l'espagnol, du français vers l'espagnol, et Morgane et Louis qui ont traduit eux vers l'anglais. Un très très grand merci pour votre collaboration. Alors, les alternatives, peut-être commencer par ce qui n'en sont évidemment pas comme alternative, pour préciser rapidement. Il est clair que pour le réseau CADTM, comme pour beaucoup de mouvements, la lutte contre le camp impérialiste dominé par les États-Unis et auquel les puissances européennes sont alliées, et quelques autres, comme le Japon, est l'ennemi principal. C'est eux qui sont directement complices, très activement, du génocide en cours à Gaza. Et donc, on ne se trompe pas d'ennemis de ce côté-là. C'est eux aussi qui sont en action sur différents autres endroits de la planète pour soit maintenir leur influence, soit prendre le contrôle de ressources naturelles. Certains dans la gauche pensent que, à côté et face au camp dominé par les États-Unis, les BRICS constitueraient une alternative. Et le CADTM, le réseau CADTM, considère que ce n'est pas le cas. Donc les BRICS, c'est-à-dire le regroupement entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, auxquels 5 pays ont été ajoutés comme pays membres, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est l'Indonésie, l'Iran, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Ça, c'est les BRICS+, donc c'est un ensemble de 10 pays. Pour certains, ça représente une alternative, et pour le CADTM, ce n'est pas du tout le cas. On peut retrouver dans cette coalition les mêmes comportements impérialistes, particulièrement de la part de la Russie qui a envahi l'Ukraine. Bien sûr, on sait que l'OTAN
et les États-Unis et les Européens ont une part importante de responsabilité dans le climat qui a permis à Poutine de trouver une justification pour envahir l'Ukraine, mais ça ne justifie en rien l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et nous considérons la Russie comme un État impérialiste, défendant le régime capitaliste, avec un régime anticommuniste explicitement, un régime qui, comme d'autres puissances des BRICS, peuvent être caractérisés par leur politique extractiviste, productiviste, basée sur l'utilisation intensive des énergies fossiles. Et je pourrais parler évidemment de la caractéristique des régimes politiques qui dominent 8 des 10 pays des BRICS. Sur les 10 BRICS, il y a à peine 2 pays où il y a un régime démocratique ou relativement démocratique, c'est-à-dire le Brésil et l'Afrique du Sud. L'Inde, le pays d'où vient Suchovan, est dominé par un parti, le BJP, qui est un parti raciste, chauviniste, anti-musulman, extrêmement conservateur. La Chine peut faire un peu exception dans le camp des BRICS parce qu'elle n'a pas utilisé la guerre d'agression pour étendre son territoire. Et donc ça, nous faisons la distinction avec les États-Unis. Mais en aucun cas, pour nous, les BRICS ne constituent une alternative. Et notamment parce que les BRICS, en tant que puissance économique, sont des créanciers qui se comportent soit comme le FMI et la Banque mondiale et les puissances occidentales, soit complètent ce que font la Banque mondiale et le FMI. Et donc ce qu'ils ont mis en place comme nouvelle structure, notamment la nouvelle banque de développement, demande aux pays qui recourent au crédit de la nouvelle banque de développement qui est basée à Shanghai de respecter les accords passés par ces pays avec le Fonds monétaire international et donc demande aux pays qui recourent au crédit des BRICS d'appliquer les mêmes politiques néolibérales qui sont dictées par le FMI et la Banque mondiale. Donc pour nous, ça ne constitue pas d'alternative. Comme on l'a dit déjà à cette tribune et à plusieurs moments au cours de ces 2 journées, nous pensons que c'est d'en bas seulement que peuvent véritablement venir surgir et se construire une alternative. Nous sommes bien sûr, quand il y a un gouvernement progressiste en place et qu'il est menacé par l'extrême droite, nous sommes pour défendre ce gouvernement progressiste. Lorsqu'il est menacé par une intervention des États-Unis ou d'un autre pays, nous sommes pour défendre ce gouvernement face à la menace extérieure de différents impérialismes. Mais nous ne trompons pas et nous pensons qu'il ne faut pas se taire pour critiquer les erreurs commises par ce type de gouvernement. L'exemple donné par Suchovan du Népal, où c'était 2 partis communistes qui contrôlaient, qui avaient été élus, quand ils disent contrôler, ils le contrôlaient démocratiquement. Ils ont eu la majorité au Parlement népalais après le renversement de la monarchie, mais ils ont appliqué, comme l'a dit Suchovan, la continuité d'une politique néolibérale, ce qui a provoqué finalement une réaction de la jeunesse, et cette jeunesse née de la pré-suppression de la monarchie, comme il le dit, donc la Gen Z est née, ceux qui sont mobilisés sont nés dans le cadre de la République et ont exprimé leur insatisfaction totale par rapport au type de gestion. Et donc c'est ces déficiences de forces de gauche qui très souvent ramènent la droite au pouvoir parce que ça crée une déception, une désorientation. On en a parlé hier à propos de la Grèce.
On pourrait parler, Timothée Naring en a parlé en partie à propos du Brésil, c'est-à-dire les déceptions provoquées par les premiers mandats de Lula et de Dilma Rousseff au Brésil ont ramené finalement la droite après un coup parlementaire, mais la droite a finalement été élue avec Jair Bolsonaro. Je vais d'ailleurs remarquer, j'espère que je ne vous perds pas, pour montrer la nature des BRICS, c'est que quand Jair Bolsonaro est devenu président du Brésil, il n'a pas quitté les BRICS. Il est resté dans les BRICS, parce que les BRICS ne constituaient pas un danger pour son type de politique. C'était compatible avec un gouvernement de droite, voire d'extrême droite, en place au Brésil, et les autres membres des BRICS ne voyaient aucun problème à travailler, collaborer avec Bolsonaro. Bien, donc, c'est les déceptions provoquées par la gauche au pouvoir qui provoquent très souvent, bien sûr, il y a les médias aussi dominés par le grand capital, il y a la propagande de l'impérialisme occidental, mais il ne faut pas se voiler la face. Les erreurs et les déceptions provoquées par la gauche provoquent aussi le retour de balancier vers la droite ou vers l'extrême droite, et on en connaît bien le scénario ici en Europe. J'ai parlé hier de la déception provoquée par François Hollande en France et la montée du Rassemblement national, et on pourrait ajouter à la liste toute une série d'exemples en Europe ou dans d'autres pays. Alors, nous pensons que c'est à partir d'en bas que les changements peuvent se faire, mais ils ne se font pas non plus spontanément. Des mouvements sociaux, des réseaux doivent être là pour contribuer aux prises de conscience. On voit bien qu'après le printemps arabe de 2011, le mouvement des indignés en Espagne, le mouvement d'occupation des places en Grèce, le Occupy Wall Street aux États-Unis, le mouvement contre la City de Londres, c'est des mouvements qui ont été extrêmement puissants, qui ont déstabilisé à un moment donné des gouvernements en place, mais qui n'ont pas malheureusement donné lieu à la construction d'une nouvelle structure au niveau international des mouvements sociaux. Et on a eu, avec les grandes mobilisations de la jeunesse pour la justice climatique, lancées notamment les actions lancées à l'appel de Greta Thunberg il y a quelques années, puis l'énorme mouvement après l'assassinat de George Floyd, et ce mouvement donc antiraciste, décolonial, puissant dans toute une série de pays de la planète. Maintenant, on assiste à d'énormes mobilisations en solidarité avec le peuple palestinien. Tout ça est absolument fondamental, tout comme cette nouvelle génération qui se mobilise sous le leitmotiv ou le sigle commun de Gen Z, donc Gen Z au Népal, au Bangladesh, des mobilisations très importantes en Indonésie quelques jours plus tard, aux Philippines, à Manille, qui répercute ensuite au Maroc avec la Gen Z 212, et maintenant la Gen Z à Madagascar, où la bonne nouvelle depuis hier soir, c'est qu'une partie de l'armée malgache a rejoint les jeunes et demande le départ du chef de l'État malgache. On a donc deux puissantes mobilisations, et on a parlé du mouvement des femmes, de la grève des femmes, des mobilisations d'autres secteurs, on a parlé de la mobilisation des peuples indigènes. Tout ça est fondamental, et nous voulons contribuer à tout ça, avec les réflexions, les leçons que nous avons tirées de toute une série d'expériences, et avec notre approche spécifique autour de la dette. Nous sommes convaincus que l'annulation de la dette est une condition nécessaire pour libérer les peuples, mais nous savons que c'est une condition tout à fait insuffisante. Nous ne dirons jamais que l'annulation des dettes est une panacée
offrant une solution au problème de la planète. L'annulation des dettes illégitimes est un moyen d'entamer la libération qui doit être une libération, une émancipation complète, ce qui implique des réalisations sur plein de terrains et qui renvoie à une approche écologiste, socialiste, féministe, antiraciste, internationaliste d'un projet émancipatoire. Et de ce point de vue-là, il y a quelques rendez-vous auxquels le CADTM va participer et auxquels vous pourriez participer soit en vous déplaçant, soit en tout cas en suivant ce qui va se passer. Un premier rendez-vous pour nous en tant que CADTM, c'est en mars 2026, on en a parlé hier lors de la première conférence à 9h du matin, c'est une conférence antifasciste mondiale qui aura lieu à Porto Alegre, capitale de l'État de Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil, pas très loin de l'Uruguay et de l'Argentine. Cette capitale de Rio Grande do Sul, où est né le Forum social mondial en janvier 2001, il y a donc, ça fera 25 ans que le Forum social mondial, il sera né quand on se réunira là-bas en mars 2026. En tant que CADTM, on a contribué à favoriser le regroupement entre les trois principaux partis de la gauche, le PT, le PSOL, le PCdoB, et le mouvement des sans-terre, et les organisations syndicales, et le mouvement anti-dette, et le mouvement féministe, pour constituer un comité organisateur unitaire local et convoquer dans un cadre inclusif cette conférence antifasciste, un peu selon le modèle de ce qu'on avait fait à Marrakech, à l'initiative notamment de Attaque CADTM Maroc, lorsque la Banque mondiale et le FMI se sont réunis en octobre 2023. On avait convoqué une conférence internationale et on avait eu un processus inclusif, c'est-à-dire des réunions en ligne régulières pour permettre à toute une série d'organisations d'adhérer au processus, d'enregistrer des propositions d'ateliers ou de conférences et ainsi pouvoir décider d'envoyer des délégations pour faire de l'événement un véritable événement international, intercontinental. Le deuxième rendez-vous de l'année 2026 pour nous, ce sera, et Juan Tortosa en a parlé, la rencontre éco-socialiste qui aura lieu en mai 2026 en Belgique et à laquelle nous contribuerons. Et puis il y aura en août 2026 à Cotonou, c'est pas la capitale officielle du Bénin, c'est la plus grande ville au Bénin, la capitale économique, si on veut, du Bénin, donc ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il y aura, s'y tiendra, le Forum social mondial. Et le CADTM y réunira son assemblée mondiale. Le CADTM réunit une assemblée mondiale tous les 5 ans. La dernière en date a eu lieu à Dakar en novembre 2021. Et donc, 5 ans après, nous tiendrons en août 2026 la prochaine assemblée mondiale du CADTM qui sera suivie du Forum social mondial. Et évidemment, je termine en disant que on vous donne rendez-vous aux prochaines rencontres d'automne du CADTM qui auront lieu en 2026. On ne sait pas encore si ce sera ici ou dans un autre endroit, c'est encore à discuter, mais c'est certain, vous êtes déjà invités aux prochaines rencontres d'automne. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Merci Eric, merci à chacun des intervenants pour ces propos si enrichissants. Il est vrai que le temps, il joue contre nous, il est bientôt 13h, mais nous allons quand même vous donner du temps pour vos questions ou commentaires. Donc, voilà. Quelqu'un peut nous aider avec un micro, s'il vous plaît?
Voilà. Parler, No, il faut hace falta hablar en el micrófono para la traducción. Vous voulez que je prenne combien de questions? allez, Fernanda. Merci. Voy a hacer la pregunta ligera y corta en español a Verónica. Lo primero, muchísimas gracias por tu intervención. Se nota que las mujeres se mueven, el mundo se mueve. La presidenta de tu país, la presidenta Claudia Sheinbaum, lleva poco tiempo, pero esas demandas alternativas que ya has comentado, ¿han llegado a ella? Y en el caso de que hayan llegado, ¿ya hay alguna respuesta o cualquier tipo de reacción? Y lo último, una pregunta casi personal. ¿De verdad crees que esta vez el gobierno se va a implicar de una manera seria y contundente con el narcotráfico, dejando a Estados Unidos al margen? Muchas gracias. Fernanda, d'habitude c'est toi qui traduis pour moi. Qu'est-ce que je Ouais, dois faire je vais maintenant? traduire. Je vais traduire ce que la question de Fernanda, donc elle s'adresse à Véronica et elle lui dit, est-ce que une série de demandes que tu as avancées arrive réellement aux oreilles de la présidente du Mexique et est-ce qu'elle entre dans un dialogue avec vous? Et d'autre part, est-ce que Fernanda demande à Véronica si elle pense que la présidence du Mexique, le gouvernement, va être capable de mener une lutte contre les cartels de la drogue, c'est ça? À sa manière, de manière souveraine et de manière indépendante des États-Unis. Oh, ok. C'est bon? Tu as noté? Sí, sí, sí. Oh, ok. William. Et après, voilà. Quiero hacer un comentario sobre la exposición que hizo la compañera Verónica en torno a la crítica que se hace con relación al gobierno mexicano. Donc je voudrais faire, William dit qu'il voudrait faire une intervention ou un commentaire à propos de la politique du gouvernement mexicain et des critiques qui s'adressent au gouvernement mexicain. Cuando se cuestiona, que creo que acertadamente lo hace Verónica, cuando cuestiona que sea un gobierno de izquierda que realmente no está adelantando proyectos anticapitalistas. Donc quand tu dis que c'est un gouvernement progressiste mais qui n'implique pas un programme anticapitaliste, y lo hago porque América Latina es la cuna de los gobiernos de izquierda en los últimos 25 años. je pose la question parce que, comme vous savez, l'Amérique latine depuis 25 ans, c'est là où il y a des gouvernements progressistes qui se succèdent. Pero lo que queda demostrado hoy es que en América Latina no ha habido gobiernos de izquierda en los últimos 25 años. Mais finalement, on a la démonstration qu'un véritable gouvernement de gauche, on n'en a pas eu en Amérique latine. Son gobiernos liberales con corte social o gobiernos progresistas, como los llaman, o nueva izquierda. Donc, ce n'est pas de véritables gouvernements de gauche, c'est des gouvernements libéraux, sociaux ou progressistes, comme on dit, mais pas authentiquement de gauche. Por ello, todos, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador, Donc, pour cela, que ce soit le Brésil ou Argentina. Argentina, y bon, tous les pays. todos los países donde ha habido gobiernos progresistas, el neoliberalismo hoy es más fuerte y el endeudamiento es peor. Et donc, toute une série de pays où il y a eu un gouvernement progressiste, malheureusement, sont dans le cadre de politiques néolibérales et la dette publique a augmenté. Por ello, aunque no está la de CNTM, sí es responsabilidad de las organizaciones que estamos al interior de la red trabajar por recomponer al movimiento social en torno a la construcción de poder popular. Et pour ça, c'est très important, comme tâche du réseau CRDTM, de contribuer
à la consolidation, reconstitution de véritables mouvements sociaux de pouvoir populaire. Porque de lo contrario, lo que está visto es que la disputa ideológica la ganó el gran capital desde el 89. Parce que il faut bloquer l'offensive victorieuse du grand capital menée depuis 1989. Y que hoy los movimientos sociales y los dirigentes que éramos de izquierda nos conformamos con pequeñas reformas y aguas tibias. Et il ne faudrait pas qu'on se satisfasse de petites réformes comme plein de leaders sociaux l'acceptent. Merci William. Je pense que nous aurons une dernière là-bas et je voudrais proposer qu'on fasse une photo de groupe après. Comme ça, ça nous fera les souvenirs de la rencontre aujourd'hui. Donc, vous avez la parole. Ensuite, il y a une question qui était à Véronica. Je ne sais pas. Pour le moment, il n'y a pas de question pour moi. Ah, d'accord. C'était des commentaires alors. Ok. Monsieur. Je tiens beaucoup à saluer tout le panel. J'ai particulièrement aimé ce que Véronica, la camarade mexicaine, a dit. Elle a bien résumé comment la lutte de libération palestinienne est inextricable de la lutte pour l'émancipation de l'humanité et la sauvegarde de la planète. Ceci n'est pas purement un slogan, mais c'est une affirmation qui se repose sur une analyse politique économique de la domination impérialiste au Moyen-Orient et au-delà. Car cette domination impérialiste dans la région est basée sur deux piliers. Israël en tant que colonie de peuplement euro-américain et une avant-garde ou un poste avancé de l'impérialisme pour sauvegarder et protéger ses intérêts géopolitiques et économiques. Le deuxième pilier, c'est les monarchies réactionnaires du Golfe, qui sont très riches, qui ont des ressources immenses financières et fossiles, et qui se trouvent au cœur du capitalisme fossile global. Alors, les tentatives et les efforts du rapprochement de ces deux piliers à travers les accords de normalisation qu'on a vus avec les accords d'Abraham depuis 2020, leur objectif était premièrement d'intégrer Israël dans le système régional dans une position dominante, politique et économique. Le deuxième point, c'est renforcer l'impérialisme américain et la suprématie américaine dans la région et de liquider la cause palestinienne. Les événements du 7 octobre 2023 sont venus défier ce processus. Alors, se basant sur cette analyse, la lutte de la libération palestinienne devient une lutte fondamentale contre l'impérialisme occidental et contre le système capitaliste fossile global. Et il n'y aura pas de justice climatique sans la libération du peuple palestinien, sans le démantèlement de l'État sioniste et colonial et sans le renversement des régimes autoritaires et réactionnaires arabes. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, je crois que le temps joue contre nous. Je voudrais juste, pour finir, remercier l'organisation de cette rencontre. Nous, du Sud, quand on vient, sachez que nous repartons toujours enrichis des réflexions, nous partons enrichis de tout ce qui s'est dit. Et on s'est dit, quand on part, on n'est pas en train de perdre notre temps. Quelque part, il y a des amis, quelque part, il y a des collègues qui ont les mêmes pensées que nous. Et donc, sachez que c'est par vous que nous construisons le mouvement au Sud. Et vraiment, soyez sincèrement remerciés. J'ai fait un très long voyage qui m'a fatigué il y a 2 jours, mais j'avoue que je ne regrette pas de l'avoir fait. Et comme Eric l'a dit, on sera toujours là pour continuer. C'est que tant que les peuples seront opprimés, nous serons toujours là. Sachez. Merci. Grand merci à vous tous.
comme je l'ai dit, nous avons besoin d'une photo. Ouais, Véronica va répondre à la question de... Véronica va répondre rapidement. Ok. Bueno, Williams respondió prácticamente todo, entonces Donc, d'une certaine manière, William a répondu à la question de Fernanda. Mais... Lo que puedo agregar es que quien militarizó la frontera de México fue México, el gobierno mexicano. Entonces, no hay esa correlación, no hay esa postura radical anticapitalista. Donc il faut dire que c'est le gouvernement mexicain lui-même qui a militarisé du côté mexicain la frontière. Et les États-Unis le faisaient de leur côté aussi. Por eso, a través de la iniciativa ciudadana de la deuda, estamos logrando eso, estamos trabajando para mover al pueblo, para llegar a Et donc como nous, lo dijo comme él. coalition anti-dette du CRDTM au Mexique, on essaie vraiment de mobiliser les gens à la base. Así. Bien. Voilà. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, Free, free Palestine. Merci pour tout. Et la photo que je vais faire, Et la photo, je ne sais pas où est-ce qu'on la fera pour que nous tous, on soit vus. Une photo souvenir pour cette merveilleuse rencontre.